quand je prenais un départ, je savais que j'allais être dans les meilleurs temps ski. Je savais que en tir, j'avais les capacités de jouer devant, donc je pouvais jouer des médailles et j'avais plus de frein, quoi. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Paul Fontaine et c'est l'occasion de découvrir un nouveau sport sur le podcast qui est le biathlon. Paul m'a fait l'honneur de venir nous parler de sa discipline, mais ne perdons pas trop de temps et allons tout de suite à la rencontre de Paul. Salut Paul, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va bien. Écoute, ravi de te recevoir sur le podcast. Tu vois, comme j'ai dit en intro, c'est une nouvelle discipline et je suis très heureux de pouvoir la découvrir avec toi et puis aussi découvrir évidemment ton parcours. D'ailleurs, on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Ouais, alors du coup, je suis Paul Fontaine. Je pratique le biathlon depuis maintenant au moins 10 ans, bien plus de 10 ans. Qu'est-ce qui m'a passionné en premier ? Je pense que je viens d'une famille d'athlètes de running. Donc je pense que c'était la course à pied qui m'a fait découvrir le sport. Voilà. Ok, quand tu dis athlète running, c'est quoi ? Plutôt course à pied ? Ouais, course à pied, j'ai un papa qui faisait du demi-fond, donc qui était spécialisé dans le 3000 mètres steeple, et une maman qui participait aussi à des crosses régionaux et nationaux. Et toi, tu as suivi un peu leurs pas ? Tu t'es mis à la compétition en running ? Alors oui et non, j'ai fait de l'école d'athlétisme, donc on touche à tout quand on est jeune. Je t'avoue que ça me plaisait pas forcément beaucoup, parce que moi pareil j'étais déjà très très demi-fond. Mais j'ai touché à tout. J'ai découvert la gym, le roller, et puis le ski après, quand je suis arrivé en Haute-Savoie en 2010. Et pour rappel, le demi-fond, c'est un effort de combien de temps à peu près ? Le demi-fond, c'est, je crois que, alors je me rappelle pas exactement, mais le demi-fond, c'est considéré à partir de 1500 mètres jusqu'à des efforts de marathon, voire des 100 km. Ok. Et donc, le fait, là, tu nous as dit que tu habitais où avant ? Si tu es venu en Haute-Savoie ? Alors moi, je suis né à Angers, dans le Maine-et-Loire. Ok. Et j'ai ensuite déménagé au gré des mutations parce que mon père est pompier. D'abord à Angoulême, donc dans le 16, et ensuite à Évian en 2010. Et puis voilà, depuis 2015, je suis installé à Thônes, à côté d'Annecy. Et avant de venir à Évian, le ski, tu le pratiquais déjà sur des vacances ou c'était vraiment c'est ce voyage-là, enfin en tout cas ce déménagement qui t'a fait découvrir les sports de glisse ? Alors, je venais une fois par an avec mes parents faire du ski alpin. Euh, je me rappelle même pas trop si j'avais découvert le ski de fond avant d'arriver en Haute-Savoie. Et après, c'est mon tonton qui m'a fait découvrir, une fois arrivé à Évian, le ski de fond. Et j'ai dit, je monterai plus jamais sur des skis alpins. Moi, ce sera exclusivement du ski de fond. Ah, c'était le déclic ce Ouais, jour-là. ouais. Je me rappelle, petite anecdote, je me suis même fait fâcher par mes parents parce que ils me disaient, enfin tous les week-ends en fait, on allait skier sur la station proche d'Évian et au bout d'un moment, j'aurais dit, moi j'en veux plus quoi de votre ski alpin. Et ils m'ont dit, non mais tu te rends pas compte de la chance que t'as de pouvoir faire du ski alpin. Franchement, on n'aime pas trop ta réaction. Je dis ok, mais venez avec moi, vous allez découvrir le ski de fond. Et je crois que depuis qu'ils ont découvert le ski de fond, ils sont pas beaucoup remontés sur des skis alpins. C'est vrai que surtout si vous êtes du running, c'est vrai que c'est un sport qui est assez complet et je pense que tu dois retrouver quand même certaines sensations dans le biathlon en termes d'effort. Ouais, en termes d'effort et même en termes de nature, voilà, je sais que le ski alpin, c'est beaucoup avec les remontées mécaniques. Il n'y a pas d'effort de remontée, ça se passe qu'à la descente. Et c'est vrai que le ski de fond, tu te retrouves en pleine nature.
certaines journées, tu peux te retrouver tout seul sur les pistes et c'est vrai que c'est une sensation de liberté qui est quand même unique. Et tes premiers pas en ski de fond, c'était plutôt hésitant ou t'as réussi tout à choper un peu le truc? Parce que je sais que c'est un peu... je me suis pas encore mis, mais c'est vrai que les premières journées, il paraît que c'est un peu galère quand même. Je sais que j'ai toujours eu plutôt des facilités à m'adapter dans les sports auxquels je pratiquais. Donc j'ai découvert ça sur le domaine nordique des Moises avec mon club qui est par la suite Chablais nordique et je me rappelle pas avoir eu de mauvais souvenirs, même plutôt agréable parce que voilà, une fois fini, j'ai dit bah c'est bon, c'est ce que je veux faire et là c'est les parents qui se sont dit putain on va se mettre on va faire de la route pour aller l'emmener mais non, j'en garde un très bon souvenir et je pense que même encore quand on est jeune, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile que d'être adulte pour apprendre un sport. Et, euh, et je pense que ouais, j'ai été plutôt facile à m'adapter. Aujourd'hui, c'est vrai que tu fais de la compétition, mais avant ça, je pense que tu as dû tourner un petit peu sur les pistes. C'était quoi le facteur qui t'a donné goût à aller faire des compétitions? D'ailleurs, est-ce que tu as commencé par des compétitions de ski de fond dans un premier temps? Alors moi, je sais que j'ai toujours aimé la compétition dans tous les domaines. J'aime la compétition. Quoi qu'il en arrive, je suis compétiteur et je me lancerai dans une tâche à 100%. Après, oui, je dirais que c'est voilà Martin Fourcade aux Jeux Olympiques de Vancouver. Euh, j'ai eu l'occasion je pense que c'est les premiers Jeux Olympiques d'hiver auxquels j'ai pu observer et en fait j'ai dit moi c'est ce sport-là que je veux faire et la compétition. Après voilà, en fait le biathlon, on a quand même une arme entre les mains d'un calibre de 22 long rive, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc on commence par du tir à 10 mètres, à plomb. Donc quand on est petit, on en fait très peu. Et en fait, dans la suite logique, ça a été de commencer par faire des courses de ski de fond de foyer. Et après, des courses départementales, régionales. Et, euh, et après, nationales. Et ces premières épreuves, c'était comment au niveau des résultats et des sensations? Euh, Encore une fois, j'ai des anecdotes croustillantes. Hein. La première course, voilà, pour faire glisser les skis, l'objectif c'est de mettre une paraffine dessous qui ressemble un peu à de la cire. Et la première fois que je l'ai fait avec mes parents, on l'a fait dans la salle de bain avec le fer à repasser familial. Et en fait, on connaissait pas du tout le truc et on a laissé la moitié de la paraffine et on est arrivé le jour de la course. Et mon entraîneur a dit mais qu'est-ce que t'as fait faut racler totalement, faut brosser. Et en fait, ouais, c'est ça. J'arrivais dans une famille où on n'était pas du tout connaisseurs et on a appris sur le tard. Et, euh, et je pense que voilà, les résultats au début étaient pas mirobolants. Et je pense que voilà, j'ai découvert le ski vraiment tard par rapport à quelqu'un qui est né vraiment dans les montagnes. Du coup, j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation, de progression et voilà, la suite logique a fait que j'ai progressé, mais c'est arrivé doucement. Et à partir de quelle année ou quel âge, du coup, tu as pu commencer à pratiquer le biathlon? Alors le vrai biathlon, comme on pourrait l'entendre, c'est à peu près vers mes 12-13 ans, je pense. Non, non, mais un peu plus tard, 15 ans. Et donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais du biathlon à la 22 long rifle. Et bah voilà quoi, c'est depuis j'ai pas arrêté. Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs des particularités de cette arme? Enfin, est-ce qu'il y a des... pour tout dire, vu que je suis pas connaisseur à part regarder beaucoup à la télé les compétitions, mais tu vois, la carabine, pour un amateur, visuellement, c'est toutes les mêmes.
Je vois pas de grandes différences, mais j'imagine quand même qu'il y a des détails qui se jouent. Des fois, je vois ici, il y a des personnes qui mettent un cache différent pour la visée. Est-ce que tu peux nous parler? On va dire que c'est déjà de base, c'est pas du tout comme une arme de chasse. C'est pas du tout le même calibre, c'est totalement différent. Après, une arme de biathlon, elle doit respecter des normes, donc elle doit pas faire moins de 3,5 kg. On doit avoir des chargeurs où on peut pas mettre plus de 5 balles. Et après, on a des mesures de sécurité. Mais après, tout le reste, c'est du personnalisé. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de pièces qui sont modulables pour pouvoir l'amener la plus personnelle possible, qu'elle corresponde le mieux à notre morphologie. Et c'est pour ça, voilà, par exemple, l'exemple du cache-œil que tu donnais, et ben en fait, ça c'est vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui tirent sans cache-œil, quasiment les deux yeux ouverts, quelque chose que je sais pas faire, donc j'ai un cache-œil. Il y en a qui ont besoin d'être vraiment dans leur bulle, donc ils ont les cache-œil à droite et à gauche. Voilà, c'est vraiment perso et ça change pas énormément à la qualité de tir. Ok. Et toi, typiquement sur ta carabine, qu'est-ce que tu as apporté comme spécificité et comment tu les apportes? C'est quoi? Faut passer, une personne, en tout cas un artisan qui fait ces modifications-là, ou c'est quelque chose qui est en accord avec la fédération? On est plutôt libre. Ouais, comme je disais, il y a vraiment le poids de la carabine qui est réglementé. Au-delà de ça, on peut apporter le nombre de modifications qu'on souhaite. Euh, ouais. Et après, moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai pu bouger? Une poignée. Donc la main droite. Donc c'est une main qui est quand même importante pour tout ce qui est avec le lâcher et le réarmement. Et en fait, c'est une pièce qui vient se rajouter à la crosse en fait, la crosse, c'est vraiment la partie en bois. Et après, il y a plusieurs parties qui gravitent autour, qui sont interchangeables. Et en fait, moi, la poignée, c'est là où une poignée de base correspondait pas à ma main parce que j'avais la main trop grande par rapport à cette pièce standard. Et du coup, en fait, on a rajouté de la matière pour qu'elle colle plus à mes exigences. Et je pense que c'est vraiment la grosse particularité de ma carabine. Après, voilà, des rehausses, donc c'est des petites pièces qu'on rajoute en dessous du dioptre. Donc c'est l'élément de visée et au bout du canon pour être moins, on va dire, couché ou recroquevillé sur la carabine. Après, je pense que j'ai quand même une carabine assez standard. J'ai pas de particularité vraiment dominante. Ok, en tout cas, merci pour tous ces petits détails qui sont assez spécifiques sur la carabine. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours sportif, du coup, au niveau de la compétition, de ses débuts en biathlon jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Alors, donc je disais que j'ai attaqué à peu près le biathlon, donc le vrai biathlon qu'on pourrait entendre à la télé avec le calibre qui colle. Donc à peu près vers mes 15 ans, je dirais. Et donc 15 ans, ça correspond à peu près à l'entrée au lycée. Donc avant, on est plus voilà sur tir à 10 mètres avec une carabine qui restera au pas de tir pour tout ce qui est sécurité. Et après, une fois que donc tu passes des sélections pour pouvoir rentrer en équipe régionale, enfin ouais, même départementale, voilà. Parce que moi en fait on parle d'un comité régional, mais au final ça correspond plus à des départements, donc voilà. Et donc une fois que ces sélections sont passées, il y a un classement qui est établi. On choisit si on veut faire plus du ski de fond ou du biathlon. Donc moi le choix était quand même assez vite fait. J'ai choisi le biathlon. Et là maintenant, on rentre en pôle espoir. Donc ça veut dire que je suis rentré au lycée du Mont Blanc, au Fayet. J'ai fait c'était aménagé. On avait tous les hivers libérés pour pouvoir s'entraîner. Donc qui dit aménagé dit aussi on a passé 4 ans au lycée. Donc j'ai fait 4 années de lycée à l'internat.
Faut savoir aussi que le biathlon, ça se pratique quand même beaucoup. Le circuit principal, c'est le circuit national. Il n'y a pas beaucoup de circuits départemental ou régional. Donc en fait, un biathlète qui commence se voit quasi directement en course nationale. Donc j'ai fait pendant mes premières années vraiment exclusivement du circuit national. Après, en ski de fond, voilà, on avait deux trois compétitions régionales ou nationales aussi, mais je restais quand même principalement sur le biathlon. Et donc il y a 5 ans, ma première année junior, grâce à des résultats plutôt satisfaisants, j'ai pu participer à ma première Coupe d'Europe senior. Donc sans réelle réussite parce que j'ai pas réussi à prendre les poursuites. Donc ça veut dire que en biathlon il y a sprint où on passe 2 fois sur le pas de tir, on tire 10 balles et la majeure partie des fois c'est sélection pour pouvoir faire la course du lendemain où on part avec les écarts de la veille et il faut être dans les 60. Donc voilà, première course au fin fond de la Slovaquie à Horsbly. Je fais 2 sprints et à chaque fois je prends pas les poursuites. Donc voilà, un peu mitigé, content d'y être mais un peu mitigé. Ça m'ouvre les portes de l'équipe de France en tant que partenaire d'entraînement et c'est là que je pense que il y a changement de niveau parce que pour ma dernière année junior, je participe au championnat d'Europe et championnat du monde junior. Je fais champion d'Europe de la poursuite junior, médaille de bronze en relais avec Fanny Bertrand, toujours au championnat d'Europe. Et après, je participe au championnat du monde à Soldier Hollow aux États-Unis. Et là, on fait champion du monde en relais. Et je gagne le petit globe de la spécialité de la poursuite. Donc la poursuite, enfin pas la poursuite, mais le globe, c'est ça récompense le biathlète qui a été le plus régulier et le meilleur sur la saison dans une des disciplines. Donc là, j'ai gagné ce trophée-là et s'ensuit 2 années de senior toujours en équipe de France où là, ça a été beaucoup plus compliqué. Changement de catégorie et du coup changement d'exigence et je pense que j'ai eu du mal à digérer ça. Donc saison un peu compliquée, je me fais sortir des groupes la saison passée. Donc cette année, je retourne au Team Haute-Savoie Nordique, là où j'étais avant de rentrer en équipe de France. Et une préparation plutôt très correcte, voire très bonne. Un début de saison plutôt mitigé, mais à la fois la densité a fait que j'étais à ma place, mais pas assez la capacité de faire mieux. Et derrière, je me sélectionne pour les Universiades. Donc là, je viens de rentrer il y a 2-3 jours avec une médaille de bronze sur la poursuite. Donc voilà, hein, j'ai pas fait court, mais voilà un peu mon parcours. Mais voilà. Bah, félicitations en tout cas pour déjà Merci. pour la plus récente des médailles et puis surtout pour champion quand même d'Europe junior, participer au championnat du monde junior, c'est quand même pas rien. Donc félicitations quand même pour tout ce parcours. Et c'est sûr t'as pas fait court, mais il y a quand même pas mal de choses à raconter et je t'en remercie justement de pas avoir abrégé tous ces petits détails. Et bon, si on avait 4 heures devant nous, évidemment, j'irais creuser encore plus loin. Mais malheureusement, le format du podcast et puis notre temps, surtout libre, ne le permet pas. Mais en tout cas, est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui t'a manqué ? Tu nous as parlé vraiment de la partie, la transition junior à senior. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as peut-être les réponses de ce qui aurait pu t'aider en tout cas à mieux faire la transition. Et selon toi, qu'est-ce qui t'aurait fallu, en tout cas sur cette année de transition ? Déjà, j'ai pas totalement les réponses parce que je pense que si je les avais trouvées, j'aurais réussi à relever plus la tête, on va dire. J'aurais réussi à reprendre, je pense, là où j'en étais resté en fin de junior.
j'ai des éléments de réponse. Je pense que voilà, j'ai eu une progression depuis petit qui est quand même assez linéaire. Et je sors d'une année junior où bah voilà, ça a été le kiff total en termes de performance et d'ambiance. Et en fait derrière, je pense qu'il a fallu digérer et encaisser ce qui s'était passé. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et derrière, il a fallu se reprojeter sur la saison suivante et se fixer des objectifs. Et malheureusement, je pense que je me suis grillé les ailes en voulant, en voulant progresser encore, griller des étapes en fait. Et ça, je pense que ça a été le gros bémol de cette saison-là, c'est que je voulais participer à la Coupe du Monde du Grand Bornand. Et en fait, je pense que j'ai fait les choses à l'envers. J'ai voulu participer avant de faire la manière. Et ce qu'on dit souvent, c'est ce qui fonctionne pas, c'est de faire, de vouloir le résultat avant la manière. Et c'est clair que ça m'a beaucoup manqué là-dessus. Et oui, non, je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus. Et maintenant, voilà, je pense que le biathlon, c'est un sport, comme tout sport, hein, ça se joue beaucoup dans la tête. Et, euh, et malheureusement, je pense que j'étais un peu défaillant à ce niveau-là, à cette période. Et derrière, ça a été très compliqué de relever la tête. Et parce que concrètement, quand tu dis que tu visais vraiment la participation à la compétition au Grand Bornand, c'est que sur les épreuves, c'est quoi, ça se transformait en des tirs peut-être trop forcés ou faire des choses moins naturelles pour vraiment chercher à obtenir ce que tu voulais plutôt que de laisser faire on va dire ton talent et ton entraînement faire le travail? En fait, c'est plus dans une démarche de... En fait, en début de saison, on se fixe un peu un plan dans lequel on souhaite se diriger. Donc voilà, l'année d'avant, j'étais partenaire d'entraînement. Je voulais en fait me sélectionner pour les championnats d'Europe, performer au championnat d'Europe pour pouvoir aller au championnat du monde junior. Et une fois que j'étais au championnat du monde junior, il y a de fortes chances que je puisse rentrer en équipe de France. Et en fait, l'année suivante, je me retrouvais dans le groupe B de biathlon. Donc, ce qui veut dire groupe B, c'est que c'est un peu l'antichambre de la Coupe du Monde. Et pour moi, j'avais envie de rentrer en équipe de France A et goûter à la Coupe du Monde. Et en fait, j'ai rêvé de la Coupe du Monde. Et je pense que j'ai plus rêvé que réussi à mettre les choses en place. Donc en fait, je suis arrivé sur les premières courses, ça s'est pas passé comme il aurait fallu. Derrière, ça a eu du mal à enchaîner. Et en fait, j'étais en décalage par rapport à ce que je voulais. Et ce décalage a fait que je me suis retrouvé à être déçu de mes performances alors qu'elles étaient pour une première année senior, elles étaient très honorables. Et en fait, derrière, c'est dans un engrenage et tu te retrouves déçu, t'es pas satisfait de ce que tu fais et au final, tu perds un peu les pédales et ça a été un peu la descente aux enfers. Et est-ce que finalement là cette bonne performance sur le week-end dernier, ça va pas être un peu le déclic? Est-ce que tu as trouvé des choses qui, en tout cas mentalement, parce qu'on a bien compris que le mental est quand même très important dans ce sport. Est-ce que sur le bon stade du week-end dernier, est-ce que ça augure du bon pour la suite? Je pense que c'était l'un des événements qui était pas comme que j'avais pas coché comme objectif principal pour la saison. Maintenant, c'est un événement auquel je me suis résigné et au final j'ai pris énormément de plaisir. J'ai retrouvé, on va dire, des sensations surtout physiques sur cette course où je pense que voilà, le dépassement de soi, j'ai réussi à retrouver des sensations. Maintenant, on va voir ce que dit la suite. Après,
je suis confiant, je suis en accord avec moi-même et on verra ce que dit la suite. Bah, j'espère en tout cas la suite sera positive. Et pour clôturer un petit peu ce petit chapitre ce petit chapitre sur ta grande carrière, en tout cas déjà, moi je trouve, personnellement, j'ai une question d'un de tes proches que je vais te faire écouter, à laquelle tu pourras répondre par la suite. Salut Polo, c'est Emeric. Petite question, on se replonge dans ta saison 2021-2022. Pour toi, quel a été le déclic qui t'a fait passer de bon athlète français à top athlète international en junior? Je reconnais cette voix. Non, qu'est-ce qui m'a fait passer? Je pense que, comme j'ai dit, je pense que j'étais dans un bon mood. Euh, En fait, ce qui est dingue, c'est que on peut être, en fait, faut être heureux dans son sport, mais faut être aussi heureux dans la vie d'à côté. Et, euh, et cette année-là, il y a tout. Mais quand je dis tout, c'est bien assemblé. J'ai découvert, euh, j'ai découvert l'équipe de France, un encadrement génial, un groupe au top, avec des stages où ça changeait d'habitude. J'avais pas de la routine. J'étais encadré par un coach mental qui a réussi à trouver les mots pour m'amener au haut niveau. Et en fait, ça a commencé par des bonnes performances sur les premières courses. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais la sensation de me sentir invincible. Physiquement, je pense que j'étais dans une année où j'étais vraiment très performant. Dans la tête, j'étais ultra performant aussi. Et en fait, ouais, c'est ça, je me sentais vraiment au-dessus de tout. Et en fait, j'avais plus aucune pression. Quand je prenais un départ, je savais que j'allais être dans les meilleurs temps ski. Je savais que en tir, j'avais les capacités de jouer devant, donc je pouvais jouer des médailles. Et en fait, j'avais plus de frein, quoi. C'était, ouais. Je suis un peu nostalgique, je t'avoue. Ça a l'air grisant comme sensation. Ouais. Bah, c'est comme, je sais pas si toi tu fais beaucoup de vélo, de course à pied ou quoi, mais il y a des jours où tu sens que physiquement c'est compliqué, t'en chies, mais il y a des journées où tu vas pouvoir courir à des allures quasiment à tes allures de course, sans pour autant être fatigué. Et en fait, c'est ouais, c'est grisant quoi. Le mot est Ouais. juste, ouais, grisant. Ouais, c'est vrai, je trouve que c'est ce qu'on appelle aussi la zone. C'est vrai que c'est une sensation, typiquement en vélo, où on dit on sent pas les pédales. C'est vrai qu'on Ouais. on peut monter un col et puis on se dit, mais des fois on a l'impression de pas tant avancer. Puis au final, on regarde le chrono Mm. qu'on a fait et puis on se rend compte que non, finalement, il y a des journées où, sans trop savoir pourquoi, surtout sur des journées d'entraînement, Mm. où tout se met en place et je sais pas, l'énergie, les muscles, tout répond présent. Ouais. Et c'est vrai que c'est Et vraiment des là, bonnes c'était sensations. vraiment sur quasi une saison complète. Et en fait, à la fin, tu prends le départ et tu te poses même pas la question de savoir si tu as bien mangé le matin, si tu as fait un bon échauffement, si tu as des bonnes sensations. C'est en fait, tu prends le départ et directement, tu sens que même si les jambes sont peut-être pas hyper fraîches, et la tête, elle dit ça va bien quoi. Ouais. Et quand la tête dit que ça va bien, il n'y a aucune raison que le reste aille mal quoi. Ouais, c'est vrai que quand tout est positif, finalement, Mm. les petites contrariétés qui pourraient venir engrainer tout ça, finalement, elles sont balayées. Enfin, même pas, ça rentre même pas dans le périmètre finalement de réflexion, quoi. Ouais. Alors que, comme Mm. tu dis, des fois, si mentalement on est un peu moins bien, le moins de petites grains de sable, on va prêter attention, puis on va regarder que le grain de sable, alors que finalement, il y a une étendue devant nous, donc une autoroute pour aller en tout cas les victoires, en tout cas au moins la performance. Et c'est vrai que c'est vraiment toute cette, ce résultat quoi, dépend vraiment de la mentalité comme ça. Puis c'est vrai que là, comme tu Mm. dis, sur une saison, c'est quand même ça c'est incroyable quoi. C'est vrai que sur une course, une ou deux courses, ça peut arriver, mais bon, quand t'as une saison comme ça, c'est sûr que Ouais. C'est ça, derrière, ouais. c'est vrai que quand on s'y Des habitue un fois, peu, ça s'explique pas. c'est un peu plus compliqué quoi. Mais
déjà de pouvoir le vivre, c'est déjà. Je suis pas sûr que tous tes adversaires ont vécu ça dans leur carrière, quoi. Et aujourd'hui, si tu es sur le podcast, c'est également pour nous parler d'une de tes épreuves particulièrement. Ce sera l'occasion de faire un débriefing sur cette épreuve-là. C'est l'épreuve, si je me trompe pas, de la FECLA. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être si elle a des spécificités, déjà où est-ce que ça se situe, et s'il y a des spécificités au niveau du tracé ou autre par rapport à cette épreuve? Alors, la FECLA, c'est en Savoie, sur les hauteurs de Chambéry. Des particularités, pas plus que ça. C'est une arrivée au pas de tir plutôt. Alors les dernières années, c'était plutôt une montée avec un aller-retour après au plat, le temps d'arriver au pas de tir, donc une arrivée plutôt simple. Une boucle sans très grosse difficulté. Donc un site ensoleillé, donc c'est une piste plutôt facile. Et est-ce que c'est comme finalement en cyclisme, quand une piste est facile, finalement, avec peut-être pas trop de dénivelé ou des bosses peut-être trop pentues, est-ce que du coup le rythme que tu dois mettre dedans est plus intense et finalement tu te retrouves quand même dans le même état de fatigue que sur d'autres épreuves? Et c'est vrai que tu as précisé que là, c'est vrai que l'arrivée, en tout cas les quelques centaines de mètres avant le pas de tir, c'est vrai qu'eux ont leur importance du fait que je pense que plus au niveau cardiaque t'arrives élevé, plus c'est compliqué de tirer. En fait, je dirais qu'il y a des pistes. Faut être performant sur toutes les pistes. De toute façon, ça c'est pas négociable. Après, il y a des pistes qui correspondent plus à certains skieurs que d'autres. À titre de comparaison, là, quand on était à Pragelato, aux Universiades, c'était une piste quand même qui était plutôt plate. Je m'entends, hein, parce que voilà, il y avait quand même un petit peu de dénive, mais c'était plat par rapport à ce qu'on pourrait connaître. Et en fait, c'est des pistes qui correspondent quand même plus à des athlètes qui sont assez puissants, assez massifs. À l'inverse, des pistes où il y a vraiment beaucoup de dénivelé, des longues montées. Et ça, c'est des pistes pour des athlètes qui sont quand même plus fins, plus aériens. Donc en fait, l'intensité, c'est la même tout le temps. Et en fait, le dépassement de soi, c'est le même aussi. Mais l'effort est quand même peut-être plus différent sur une piste où il y aura plus de dénivelé. Il y aura du coup des périodes vraiment charnières où il faudra se mettre à 100%. Et les parties où plus de récupération dans les descentes, où là, ce sera vraiment de la récupération à 100%. Et à l'inverse, sur une piste où plus plate, un peu comme à la FECLA, en fait, faut être à 100% quasiment sur toute la piste, quoi. Si je me souviens bien, par rapport à l'année dernière, il y avait vraiment 2 parties où il y avait du shoot, 2 parties où il y a quoi sur une boucle de 6 minutes, il y a peut-être 1 minute 30 de temps mort. Et encore, quand je dis temps mort, c'est des parties où on n'utilise pas les bras. Donc l'effort est beaucoup plus lissé et en fait, il y a beaucoup moins de temps de récupération et c'est ça qui des fois rend la course plus compliquée. Ok. Et par rapport à cette course-là, est-ce que tu as un entraînement qui est adapté à la course que tu vas faire ou finalement ton entraînement il est régulier, constant, peu importe l'épreuve qui t'attend? En fait, nous, quand on parle de week-end de compétition, en fait, on a 2 jours de course. Donc souvent, principalement, c'est le samedi-dimanche. Et en fait, par rapport à ça, on va dire que le dimanche, samedi, c'est le jour 0. Et en fait, en amont, on vient préparer notre semaine. Et en fait, une semaine type, c'est donc quand on a une course encore le week-end d'avant. Donc par exemple là, on aura un col de porte et on enchaîne sur la FECLA.
Donc le lundi, ça va être une journée off où on va recharger les batteries par rapport aux 2 courses précédentes. Le mardi, ça va être plus une journée d'aérobie où on va se remettre en route pour préparer le week-end suivant. Le mercredi, c'est l'intensité. Donc c'est là où on va faire une PMA, des 30-30, quelque chose pour faire monter un peu la forme. Le jeudi, souvent, c'est récupération, c'est une journée off. Et après, soit on part le jeudi soir vers le site de compétition, soit c'est le vendredi matin. Et après, une fois arrivé le vendredi matin, c'est veille de course, donc on appelle ça un décrassage. Donc c'est pour on monte un peu dans les tours pour roder un peu le moteur, pour comparer un peu à la voiture. Et, euh, et après, petite récupération, et puis on enchaîne directement sur les 2 jours de compétition. Donc c'est vrai que ça te fait les semaines là quand c'est assez proche, bon ça fait les semaines déjà bien remplies puis bien cadrées. Et j'ai une question que je pose systématiquement sur le podcast, c'est comment est-ce que tu adaptes ta vie privée et professionnelle par rapport à ta pratique sportive? Bon, en fait, c'est simple. C'est le biathlon, c'est mon métier. Donc en fait, je suis à 200% là-dedans. Euh, Faut pas que mon université entende ça, mais je suis encore étudiant à côté. Mais donc on a aussi encore un parcours aménagé. Donc je suis une licence STAPS en parallèle. Et en fait, pour pouvoir continuer à garder un pied à l'école et avoir un diplôme en post carrière. Mais voilà, sportivement, c'est mon métier et euh, et en fait ma vie est calée par rapport à ça quoi. C'est on se couche tôt le soir, on a une bonne hygiène de vie et voilà, c'est mon métier quoi. Coucou Mamour. Bon alors apparemment je dois te poser une petite question sur ta carrière, sur ta vie d'athlète de haut niveau. Du coup j'avais une petite question pour toi aujourd'hui. Durant toutes tes années de biathlon, de sportif de haut niveau, tu as dû faire pas mal de sacrifices quand même sur ton côté perso. Et donc je voulais te demander si parfois ça a été dur pour toi de faire ces sacrifices-là et comment tu avais ressenti les choses. Et si pas tu regrettais, parce que je pense qu'il y a aucun regret à avoir, mais si tu avais pu choisir, est-ce que tu aurais voulu que les choses se passent différemment? Voilà, tu as 1 heure pour répondre. Alors de mon côté, je pense que j'ai souvent eu la discussion du coup avec elle. Euh, Moi, de mon côté, j'ai jamais eu aucun problème à partir parce que voilà, c'était mon choix, ma vie et au final, je faisais ce que je kiffais. Voilà, par exemple, là, je suis parti 15 jours, on s'est quasiment pas vu. Et encore, là, je parle d'Italie, donc il n'y a pas de décalage horaire, mais quand je suis parti aux États-Unis, on avait le décalage horaire, donc je sais que pour mes proches, des fois, c'est un peu compliqué à vivre parce que voilà, je pense qu'ils me voient partir faire quelque chose que j'aime et moi, je kiffe à 100%. Et peut-être que derrière, c'est un peu perçu comme un peu de l'abandon parce que moi, je suis en train de kiffer mon truc et euh, et en fait, des fois, voilà, on met un peu de côté aussi la vie perso. Maintenant, moi, je suis en accord avec tout ce qui s'est passé. Je sais que je leur dis, hein, ça a été, je pense, compliqué pour elle à certains moments. Maintenant, je pense que voilà, on a réussi à effacer deux, trois petites crises. Mais, euh, mais non, je pense que moi de mon côté, je referais rien autrement parce que si j'avais pas vécu tout ça comme ça, je pense que j'aurais eu des regrets à l'avenir. En tout cas, merci d'avoir répondu honnêtement à cette question, parce que c'est vrai que c'est aussi ça un peu souvent le sportif de haut niveau, ça demande beaucoup d'engagement. Donc c'est sûr que ça demande c'est vrai que souvent les gens disent utilisent le mot sacrifice, mais c'est que c'est plus une question de choix, on va dire. Et Ben, je peux même te redonner encore un petit exemple.
Bah depuis, donc là, ça va faire, je disais à peu près 10 ans. Je pense que des Noëls, parce que moi, du coup, je suis originaire d'Angers. Et en fait, moi, des Noëls dans la famille, j'en ai fait, je pense que sur les 10 dernières années, j'aurais dû en faire deux. Donc ma famille, je la vois quasiment jamais. En période hivernale, voire même l'été, avec la préparation et tout ça, de pouvoir aller là-bas chez eux les voir, c'est quand même assez compliqué. Donc donc ouais, des fois ça me coûte parce que voilà, je sais que je manque des moments. J'y suis allé, voilà, je savais que cette année c'était quand même plus compliqué sportivement, donc je me suis entre guillemets autorisé ce petit écart d'aller à Angers et c'était très bien, franchement, voilà, c'était fêter Noël là-bas, c'était vraiment très bien. Par contre, quand je suis rentré, j'ai senti que voilà, bah le voyage, les repas et le sommeil, bah, en fait, c'est quand même assez compliqué de concilier les deux et en fait, quand je vois comment le corps réagit après de tels moments, je me dis qu'au final, bah, faut passer par là pour aussi être performant, quoi. Et après, est-ce que, oui, c'est la question qu'on se pose, est-ce que du coup le bénéfice mental, il va pallier la perte physique sur ces quelques jours et de niveau physique puis sommeil? Ça, bon, pour le moment, en tout cas, ça a bien marché parce que là, tu avais fait des bons résultats. Parce que, Ouais, après, je pense qu'on a aussi des métabolismes qui font que on récupère quand même vite. Donc, je pense que voilà, j'ai eu besoin de 4-5 jours pour me remettre dans le bain. Et après, c'est reparti, quoi. La routine est relancée. Et non, ça prend pas de temps. Mais par contre, on sent quand même que le corps, bah, il souffre un peu quand même, hein. oui, oui, c'est vrai que bon, ça, moi, j'ai pas les mêmes obligations, donc j'ai pas trop regardé sur la quantité de l'assiette, je t'avoue, pendant les fêtes, mais effectivement, à tout niveau, ça reste compliqué la reprise, hein. Oui, Et on a parlé du coup quand même beaucoup du mental dans cet épisode. ouais. Est-ce que toi, tu es suivi par enfin quelqu'un, que ce soit un coach mental ou en tout cas quelqu'un qui t'aide à développer et à performer sur ce domaine-là? Alors, j'ai été épaulé pendant 5 ans par une ancienne biathlète. Et, et franchement, ça a vraiment été un travail fructueux. Aujourd'hui, on a arrêté parce que je pense que chacun de son côté, on s'est rendu compte qu'on était arrivé au bout de notre collaboration. Euh, et puis moi, en fait, j'avais besoin de retrouver un peu plus de légèreté. Voilà, je sais que bah, ça demande quand même beaucoup de sacrifices et de temps. Et en fait, de devoir faire le job physiquement derrière la carabine, de voir la coach mentale, et en fait, il y a un moment, là, cette année, je me suis dit, j'ai besoin de retourner au basique. Et moi, j'avais juste simplement besoin bah, je ressentais plus le besoin. Et je pense que elle l'a ressenti. Et elle non plus, je pense qu'elle voilà, elle était aussi arrivée au bout de ce qu'elle pouvait m'apporter, je pense. Donc cette année, je suis plus épaulé, mais mais c'est vrai que ces 5 dernières années, ça m'a quand même bien aidé à passer des caps, c'est sûr. Pour cette course, quel sera ton objectif? De toute façon, comme nous dit le coach, si on prend pas le départ en pensant pouvoir la gagner, ça sert à rien de prendre le départ. Je pense que j'ai fait du plutôt bon travail du côté de l'Italie. Euh, on va voir comment récupère le corps encore un peu cette semaine, mais voilà, je pense que je peux espérer jouer la gagne le samedi ou le dimanche, voire même les deux. Donc, allez, je vais pas me mettre de barrière et on verra le résultat à l'arrivée, hein, Eh ben, en tout cas, c'est tout ce que je en te ayant fait le souhaite. job. Elle a bien fait le job. Et en niveau, sur une course, alors, je sais pas si c'est là particulièrement, mais sur les courses, en tout cas, que tu as faites et que tu vas faire, est-ce qu'il y a
stratégie quand même à mettre en place ou typiquement en fait c'est juste tu connais tes allures de passage course et après le but c'est de évidemment de mettre toutes les balles dans la cible et tu auras le meilleur temps, ou est-ce qu'il y a quand même une petite partie de stratégie au niveau de la gestion de l'effort sur la course? Alors, par exemple, en comparaison à la course à pied, je sais que la course à pied, tu pars sur un 10 km sur route. Vu que c'est relativement plat, tu sais que si tu vises 30 minutes au 10 km, aux 5 bornes, il faut que tu passes aux alentours de 15 minutes. En ski, c'est pas du tout pareil parce qu'en fait, en fonction de la neige, des conditions météorologiques, de la piste, en fait, une piste 2 jours de suite n'aura pas du tout le même rendu. On peut y avoir sur le même type d'effort, il peut y avoir quasiment 3 à 4 minutes d'écart 2 jours consécutifs. Donc, il peut y avoir une stratégie où certains peuvent se dire je pars plus doucement et je réussis à finir fort. Moi, je sais que c'est pas une stratégie payante parce que je suis déjà pas un grand starter. Et en fait, si je commence à me dire je pars doucement, c'est un truc à prendre 1 minute 30 dans le premier tour et après combler 1 minute 30 en 2 tours, c'est impossible. Donc moi, je pars à bloc et je sais que, alors à bloc à ma façon. Faut que je le précise, c'est que C'est-à-dire je n'aurai jamais le premier temps du premier tour, mais par contre, je serai quand même capable de finir fort. Donc moi, je mets toutes mes forces dans le premier tour, et puis après, je finis à l'aide de mes connaissances, comme on dit. je fais tout pour que ça tienne. Ok, bonne stratégie. Pour englober un petit peu tout ce qu'on a vu sur cet épisode, j'ai une dernière question, parce que je vois que tes amis ont apprécié participer au podcast. Et là, c'est une dernière question à écouter. Ça permettra de faire un petit peu un point global sur cet épisode. Salut mon petit Polo, on m'a demandé de te faire une petite question. Voilà, je voulais savoir, le petit Paul qui attaque le ski de fond, qu'est-ce que tu lui dirais? Et aussi, qu'est-ce qu'il penserait du Paul de maintenant, avec toutes les expériences et tout ce qu'il a pu traverser. Allez, les bisous! Je pense que c'est avant tout prendre du plaisir, parce que au final, j'ai remarqué avec le temps que en fait, quand ça fonctionne, c'est que derrière il y a eu du plaisir. Donc c'est ça, prendre du plaisir et être rigoureux, parce que voilà, quand on est petit, je me revois encore à faire les cons et à cette époque-là, c'était cool. Il y avait aucune pression et je pense que cet état d'esprit, on le perd vite avec le haut niveau. On le voit beaucoup, voilà, quand t'es petit, quand tu commences à rentrer dans le haut niveau, tu fais ce que tu as à faire et puis ça fonctionne. Et maintenant, en fait, on cherche tellement la performance que des fois on oublie de prendre du plaisir. Et je sais que moi je passe quand même beaucoup par la case plaisir et on me l'a reproché malheureusement que le job passait avant le plaisir, mais je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ouais, faut prendre du plaisir. Et qu'est-ce que je retiens de mon évolution? Je pense que je peux être fier de ce que j'ai fait, même si voilà, si en fin de saison c'est la fin, je serais déçu parce que moi je m'attendais à plus, mais je pense que je peux être fier de ce que j'ai réalisé, de ce que j'ai vécu, parce que je me suis toujours senti à ma place et je pense que des expériences comme ça, je le souhaite à beaucoup de monde dans la vie de tous les jours ou les sportifs, parce que j'ai vécu des années extraordinaires et j'espère en revivre encore, quoi. Voilà. Merci en tout cas Paul, ouais, pour ce partage. En tout cas, merci Paul d'être livré sur ce sujet.
tu vas pas échapper, comme chaque invité du podcast, il y a le mot de la fin. C'est un temps dans lequel tu pourras parler de ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Mais avant ça, je voudrais juste que tu nous dises sur quel réseau on peut te suivre. Et on peut suivre toutes tes compétitions et puis tous tes petits projets off et tes entraînements, tout ce que tu peux partager en tout cas. Alors, déjà, je pense que le plus connu, ce sera Instagram. Donc, Paul Fontaine 749. Pareil sur Facebook. J'ai quoi d'autre? J'ai LinkedIn. Ça peut être intéressant aussi. Après, il y a une plateforme aussi sur laquelle je suis pas encore très actif, mais c'est Aubaine, sur laquelle ça met en relation des athlètes avec du public pour pouvoir suivre un peu du contenu privé sur de l'entraînement. Je propose aussi des petites initiations ou des rencontres sur cette même plateforme. Donc si jamais ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. C'est Aubaine. Obaine. Et après, je pense que on a fait le tour. Je suis pas non plus, je fais pas de TikTok ou des trucs dans le genre. Ok, en tout cas, on te retrouvera aussi sur le podcast pour la partie 2, pour le débriefing de cet épisode. Ce sera encore l'occasion d'en savoir un peu plus sur toi. Et à présent, alors, si tu as encore un petit peu besoin de réflexion, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sinon, le podcast est tout à toi. Alors le biathlon, je pense que voilà, c'est de plus en plus connu avec la chaîne L'Équipe et Eurosport. Et c'est vrai que comparé à ça, ça a un peu été la guerre à une période entre le biathlon et le ski de fond, mais je pense que le ski de fond est en train d'un peu perdre, j'allais dire ses valeurs, mais c'est pas ses valeurs, c'est, je sais pas, j'ai la sensation que ça est en train un peu de mourir, contrairement au biathlon, et en fait ça fait un peu mal au cœur parce que pour les puristes et les connaisseurs, c'est un sport tellement magnifique. Et en fait, je trouve ça dommage que, en fait, c'est toujours les mêmes qui se bougent pas les fesses pour améliorer les choses, en fait. Et je trouve ça dommage que ça soit au détriment des athlètes parce qu'en plus, on a vraiment un gros réservoir en France. Et je trouve que s'il y avait quand même plus de moyens ou des choses réfléchies un peu plus dans le bon sens, et on aurait tellement de quoi faire et je pense qu'il y a moyen de gratter là-dedans. Et je pense que si un jour je me retrouve à arrêter le biathlon, je pense que je militerai pour ça. Merci en tout cas pour ce mot de la fin, Paul, et puis on se retrouve prochainement pour la partie 2 du podcast. Et je te souhaite de bonnes courses, parce qu'il y a 2 week-ends qui nous séparent de la partie 2 au minimum, et je te souhaite en tout cas de bonnes courses pour cette période-là. Merci, c'était un plaisir, et puis on se revoit vite. Merci Paul. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.